Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On n'en a pas fait depuis longtemps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses. À part des replays du Tour de France sur la chaîne d'équipe, où je crois qu'Eurosport a fait ça également. Sinon, en course inédite, il n'y a pas eu grand-chose. Mais par contre, on a eu des infos depuis une dizaine de jours avec la présentation du calendrier cycliste UCI, World Tour, et puis également du calendrier français. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu les grandes courses. Alors j'ai pas toutes les courses qui vont avoir lieu durant ces 3 prochains mois. Si, il y a des courses qui ont lieu lors de ces 3 prochains mois. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu si le calendrier est réaliste. Ça va surtout être ça l'intérêt de cette vidéo, de voir si le calendrier est réaliste. Je vais vous donner mon avis, voir les faiblesses, les avantages de cette solution qui a été trouvée par l'UCI. Puis on parlera également du calendrier féminin. Mais on va commencer par les garçons parce qu'il y a plus de choses à dire sur leur calendrier que pour les filles. C'est pas juste, je vais passer les garçons en premier. Du côté du calendrier masculin, alors vous pouvez le retrouver sur le site L'équipe, mais je vais vous le détailler quand même. On commence le 28 juillet avec le Tour du Burgos, puis le 1er août on a l'Estrade Bianche, du 1er au 4 août on a la route d'Occitanie. Je rappelle que l'Estrade Bianche c'est World Tour, la route d'Occitanie, épreuve française. On aura Milan-Turin, le Tour de Pologne du 5 au 9 août, également une épreuve World Tour. Puis on retrouve le Mont Ventoux dénivelé challenge, Tour de l'Ain, donc qui retrouve une date qu'il avait auparavant, parce qu'il y a une grande époque où il était au mois d'août, le Tour de l'Ain. On l'avait foutu au mois d'avril, on le remet au mois d'août. On retrouve ensuite Milan-San Remo le 8 août, donc une semaine après l'Estrade Bianche. Puis du 12 au 16, le Critérium du Dauphiné libéré. Le 16 août, retenez bien la date du 16 août pour la Rye London Classic. C'est pas la plus grande course de tous les temps, mais elle est en Grande-Bretagne, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis le 18, le Tour d'Émilie. Du 18 au 21, le Tour du Limousin. Le Grand Piemonte le 20 août. Alors ça, c'est les classiques italiennes qu'on a normalement avant le Tour de Lombardie, mais là qui vont servir de préparation pour le Giro. Les championnats nationaux du 22 au 23 août, alors cette date-là est encore sujette à réflexion, on va dire, du côté de l'UCI, parce que ça pourrait être mis beaucoup plus tard, surtout qu'en France, Plumelec ne veut pas les organiser. Au départ, ils voulaient les organiser, mais depuis qu'il y a le coronavirus, les championnats de France à Plumelec qui devaient avoir lieu cette année, ça semble remis en question. On aura le Mercantour Classique Alpes-Maritimes, parce qu'il y a des courses en plus qui ont changé de nom, alors c'est un petit peu un bordel. La Bretagne classique le 25, autant vous dire que ça va être compliqué du côté des courses françaises. Bretagne classique est toujours World Tour, donc qui est conservé, parce qu'il y avait de grands doutes sur cette course-là. Ils avaient perdu le diffuseur, normalement ça devait être diffusé par France 2, par France 3, sauf que France 3 ne voulait plus produire les images, enfin, il y avait un imbroglio comme ça, donc la course revient. On a ensuite le Tour du Poitou-Charentes, les championnats d'Europe, donc ils sont conservés. Le jour avant le départ du Tour de France, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Le Tour de France du 29 août au 20 septembre, Bruxelles Classique, Mémorial Marco Pantani, International Coppi et Bartali, Tour du Doubs, Tirreno Adriatico, Grand Prix de Québec. Enfin, voilà, vous aurez, on va pas faire toutes les courses, juste pour vous rappeler que le Giro c'est au mois d'octobre, c'est du 4 au 25 octobre, et que la Vuelta est du 20 octobre au 8 novembre, sachant qu'on a perdu le départ. On a perdu quelques étapes sur la Vuelta, on a perdu le départ aux Pays-Bas, et puis on a perdu également les étapes qui devaient avoir lieu au Portugal normalement. Bon, pour faire simple, ce calendrier il est ultra chargé du côté des garçons, et pour moi il est irréaliste pour plein de raisons. Je vais vous les détailler à partir de maintenant. Alors il est réaliste parce que c'est un calendrier qui ne permet pas à une équipe d'avoir des coureurs blessés. C'est-à-dire que vu qu'on a énormément de courses, et surtout énormément de courses qui se déroulent le même jour ou à des dates très proches, vous voyez par exemple quand vous allez à Bretagne Classique, par exemple, imaginons AG2R. AG2R va aller à la Bretagne Classique, mais fera également le Mercantour Classique Alpes-Maritimes qui a lieu le jour d'avant. Sauf que les coureurs qui iront sur le Mercantour Classique Alpes-Maritimes peuvent pas aller à la Bretagne Classique, en sachant que le 22 et le 23 août, il y a déjà les championnats nationaux. C'est-à-dire que tous les coureurs vont être utilisés. Donc ça va être un bordel monstre pour se retrouver du côté des équipes. Et donc on ne peut pas avoir plus d'un ou deux coureurs blessés, sinon après ça devient un bordel pas possible. Surtout que techniquement du côté du World Tour, vous devez venir avec 8 coureurs pour un grand tour et 7 pour une course moins importante. Il n'y a quasiment aucune course où on a le droit à
à des solutions où on peut partir avec moins de coureurs, à des dérogations où on peut partir avec moins de coureurs. Normalement, on devait partir avec le nombre de coureurs maximum. Donc, c'est toujours très compliqué déjà en temps normal, mais encore plus avec ces situations-là. Donc si l'UCI ne permet pas d'avoir de dérogation plus facilement, je pense que beaucoup d'équipes vont être dans l'impossibilité de venir sur certaines courses françaises, par exemple la G2R, Cofidis, Groupama, et devront faire les courses World Tour, alors que les courses françaises, c'est quand même d'une importance majeure. On se retrouvera donc certainement, et deuxième argument, avec des starting lists faibles, déjà sur les grands tours, parce que très clairement, tout le monde ne pourra pas faire les grands tours cette année, et qu'on sera obligé d'emmener 3 équipes différentes. Aucun coureur, quasiment, ne pourra faire Tour de France Vuelta. Ça sera extrêmement difficile de faire Tour de France Vuelta. Tour de France Giro, c'est impossible. Giro Vuelta, c'est impossible. Et même Tour de France Vuelta, moi je ne le conseille pas, hein, très clairement. Mais on va avoir des starting lists, donc est-ce qu'il y aura toutes les grandes stars sur le Tour de France ? Non. Je l'avais déjà dit, hein, quand j'avais déjà parlé du calendrier de cyclisme, j'avais dit on a très peu de chances d'avoir toutes les stars. Il y a encore moins de chances. Alors ça va être compliqué, mais il va falloir faire des choix. On sait que Nibali va faire le Giro, donc Nibali ne fera pas le Tour de France, par exemple. Chris Froome, on reparlera, je pense on fera une vidéo sur Chris Froome, parce qu'il y a des rumeurs hein, sur Chris Froome en ce moment. Changerait d'équipe, on sait que il parlerait peut-être avec Cofidis, enfin peut-être, c'est des rumeurs, hein, vous savez, c'est un peu comme en Formule 1, il faut toujours faire attention avec les rumeurs dans le monde du sport, mais on va se retrouver avec des starting lists plus faiblardes que le coup du All-Star. Alors le Tour de France, bien entendu, il y aura de nombreux coureurs sur le Tour de France, mais je pense que les sprinteurs n'iront pas sur le Tour de France, parce que le Tour de France cette année n'est pas intéressant pour les sprinteurs. Donc ils iront sur le Giro ou sur la Vuelta ou sur d'autres courses, parce que c'est vrai que pendant ce Tour de France vous avez la Ride London Classic par exemple, vous avez non c'est avant la Ride London Classic, mais vous avez des courses très intéressantes, vous avez Tirreno Adriatico qui a lieu quand même pendant le Tour de France, vous avez Québec et Montréal, l'Eurométropole également, Mémorial Marco Pantani, donc beaucoup de courses ont lieu lors de ce Tour de France. Au final, le Tour de France n'est pas seul, alors que normalement dans le calendrier on avait Tour de France et alors il y a le Sibiu Tour normalement, mais qui n'est pas une course majeure. Vous aviez surtout le Tour d'Autriche normalement sur la première semaine du Tour de France. Là, le Tour d'Autriche, on ne sait pas s'il est conservé, on ne sait pas où ça va se passer, mais c'est sûr qu'il va y avoir des chevauchements assez atroces. Ce qui fait que pour moi, le calendrier n'est pas tenable. Surtout qu'on va avoir des problèmes. Je parlais de la Ride London. La Ride London, ça va être très compliqué pour les équipes, parce que je rappelle qu'en Grande-Bretagne, 14 jours de quarantaine pour n'importe quelle personne qui arrive sur le territoire britannique. 14 jours de quarantaine, Ride London Classic, c'est le 16. Donc c'est-à-dire que impossibilité pour les coureurs qui font la Ride London Classic de faire le début de saison. L'Estrade Bianche, le Tour du Burgos, ça sera très compliqué. Vous pourrez faire l'Estrade Bianche encore. Déjà, la route d'Occitanie, c'est mort. Donc, ça va être difficile en termes de calendrier. Mais sur d'autres courses, hein, d'autres territoires vont appliquer ces règles-là. Donc, ça va être très difficile de changer de territoire avec le coronavirus. Même si tout va bien, parce que beaucoup de pays ne vont pas ouvrir les frontières très rapidement, ça il faut le craindre, bien entendu, hein. Tout ce qui est espace Schengen, tout ça c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que du côté des équipes, on va peut-être pas pouvoir faire ce calendrier, parce que raisonnablement il ne sera pas tenable, parce qu'il y aura trop de problèmes de logistique. Et là ça va être un sacré problème. Dernier point difficile également pour moi avec ce calendrier, c'est le repérage des parcours Tour de France, Giro, Vuelta. Avec un calendrier aussi important, ça devient quasiment impossible de repérer les parcours. Donc il va falloir, soit on espère les avoir repérés avant, mais sinon ça va être extrêmement compliqué. Alors vous pouvez les repérer en ce moment, on peut dire si vous êtes dans le sud de la France. Oui, mais ça propose une inégalité, et puis de toute manière ça reste 100 km. C'est-à-dire à 100 km de Nice, vous pouvez repérer la première, la deuxième étape, pas beaucoup plus. Sur d'autres coureurs, on pourra repérer peut-être les étapes dans le Limousin, mais ils pourront repérer que des bouts d'étapes, ils pourront pas repérer des étapes complètes. Tant qu'on a cette limitation
en France de 100 km par rapport au lieu d'habitation. C'est impossible de repérer le parcours. Et puis pour les coureurs comme Chris Froome, comme Bernal, et on ne sait même pas si Bernal pourra faire le Tour de France parce que la Colombie voudrait fermer ses frontières. Donc ça pourrait être très compliqué même pour Bernal de faire le Tour de France. Mais de toute manière, même s'il peut faire le Tour de France, repérer le parcours, lui, il faut qu'il respecte 14 jours de quarantaine en arrivant en France. Donc c'est-à-dire que s'il arrive 1er juillet, il ne pourra pas repérer le parcours avant le 14 juillet. Et ensuite, de toute manière, il n'aura le droit qu'à 100 km. Donc c'est pas beaucoup, 100 km autour du lieu d'habitation. Il faut changer beaucoup de fois de lieu d'habitation. Et c'est pas vraiment autorisé. Donc ça va être très 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 compliqué pour les coureurs étrangers de repérer le parcours du Tour de France. Pour n'importe quel coureur même, mais pour les coureurs étrangers, ça va être très difficile. Et puis pourquoi j'ai un problème avec ce parcours, c'est que je parlais de chevauchement atroce. Il y a des exemples concrets. Le 13 septembre, on a 5 courses en même temps. Le 13 septembre. 5 courses en même temps. Il y a le Tour de France, j'ai pas noté bien entendu, le Tour de France, le Grand Prix de Montréal, donc 2 World Tour. Vous avez le Grand Prix de Fourmies, course très importante en France, et vous avez Tirreno Adriatico, donc encore une World Tour, donc il y a 3 World Tour en même temps, et le Antwerp Port Epic, donc pour la plus grande course du monde. Mais voilà, vous voyez, rien que le 13 septembre, c'est une journée où je pense qu'il y a des équipes, déjà 3 World Tour, ça va être très compliqué d'avoir 8 ou 7 coureurs sur chacune de ces courses. Ça va être difficile également le 18, parce que le 18, on a le Tour des Flandres, le Giro, Chrono des Nations, et le 25 octobre, on a le dernier chrono du Giro, la Vuelta et Paris-Roubaix. Là, comment on fait? On aura pour les équipes World Tour, donc ça fait 23 coureurs sur le front. 23 coureurs qui seront en course ce jour-là. Dans des équipes où on est à 26 ou 27, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir de blessures et que c'est pas tenable. Enfin, c'est pas tenable, c'est juste pas tenable. Si vous avez des coureurs qui sont bloqués avec des quarantaines aux frontières, on ne pourra pas venir avec 7 coureurs. Donc dans ce cas-là, normalement, on n'a pas le droit de venir sur une course World Tour s'il n'y a pas assez de coureurs. Donc il va falloir des dérogations. C'est obligatoire. Et pour moi, donc c'est pour ça que ce calendrier est vraiment irréaliste. C'est qu'on a beaucoup trop de problèmes aujourd'hui. Et la visibilité pour les organisateurs, elle est nulle. Parce que quand vous avez 5 courses le même jour, tout le monde, en sachant qu'il y a le Tour de France, Tirreno Adriatico, personne ne va le regarder. Donc les sponsors de Tirreno Adriatico, on va être très contents d'avoir 4 pouilleux qui vont regarder la course. Et admettons. Et puis pour les chaînes de télé, ça va être compliqué. Eurosport, ils sont un petit peu dans la merde dans certains pays parce qu'ils ont toutes les courses ici. Pas en France, et dans d'autres pays étrangers, ils ont toutes les courses. Comment ils vont faire? Ils vont devoir faire appel à 45 journalistes, 50 journalistes. Sauf que sur les chaînes de télé sportives, il n'y a pas de rentrée d'argent aujourd'hui. Autant dire, c'est pas le moment de recruter énormément de monde. Ils n'ont pas les moyens. Ou soit c'est un grand pari sur l'avenir. Donc ça va être très compliqué également pour les chaînes de sport pour diffuser 5, 6, 7 courses en même temps. Il n'y a pas la place. Eurosport, ils ont 2 chaînes. La chaîne d'équipe, ils n'ont qu'une chaîne. Alors ils peuvent le faire sur le web. Mais bon, ils savent qu'il y aura moins de visibilité pour cette course-là. Et puis même la chaîne d'équipe, ils sont contents, ils ont acheté des droits. Mais normalement, Tirreno Adriatico, c'est pas en même temps que le Tour de France. Donc ils se retrouvent à avoir un Tirreno Adriatico qui va avoir vraiment peu de visibilité. Et c'est pas top également pour le Tour de France, parce que s'il y a des gens qui commencent à regarder Tirreno Adriatico parce qu'il y a du suspense et plus le Tour de France, c'est-à-dire moins de visibilité également pour le Tour de France. Malgré tout, ce calendrier a quelques avantages. Paris-Roubaix en octobre. Ça c'est intéressant. Paris-Roubaix dans des conditions peut-être plus difficiles qu'aujourd'hui quand on fait la course vers le 20 avril. C'est clair et net qu'on pourrait avoir beaucoup plus de pluie peut-être sur Paris-Roubaix. Le Tour du Limousin avant le Tour de France. Le Tour de Limousin va être une course très importante cette année. Dans le calendrier, je pense qu'on aura un très beau plateau sur le Tour du Limousin parce que ça va permettre de repérer quelques étapes avant le Tour de France. Et de se mettre en jambe avant le Tour de France, d'avoir 3-4 jours sur des étapes qui sont souvent très animées. Le Tour du Limousin, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une course où il se passe toujours plein de choses, donc ça va être très intéressant ça. La Flèche Brabançonne également le 7 octobre, parce que ça permet d'avoir en fait 4 classiques ardennaises. Enfin, même si la Flèche Brabançonne, c'est une semi-classique normalement, mais ça va être très intéressant. Parce qu'on va avoir vraiment les 4 classiques ardennaises en 2 semaines. On aura la Flèche Wallonne le 30 septembre, Liège-Bastogne-Liège le 4,
octobre, le 7, donc la Flèche Brabançonne, et le 10, l'Amstel, et surtout pas dans l'ordre habituel. C'est-à-dire que normalement, on commence par l'Amstel qui est la plus... c'est peut-être celle qui convient le mieux aux sprinteurs, l'Amstel Gold Race, et bien là elle se retrouve en dernier. Après Paris-Bourges aussi, donc à Paris-Bourges on pourra avoir des coureurs qui se préparent pour l'Amstel, parce que Paris-Bourges c'est une course où il y a un petit peu de côte. Donc ça va être très intéressant ce calendrier, parce que ça chamboule un petit peu quand même les habitudes des équipes et des coureurs. Et l'Amstel au mois d'octobre, je pense que c'est une Amstel venteuse qui s'annonce. Et puis l'Estradé Bianche en août, moi j'aime bien ça, l'Estradé Bianche en août, parce que vous avez une course où il va faire très très chaud, ça va être très poussiéreux, et ça va être une course où il fera très chaud parce que c'est en Toscane, et donc on devra avoir du monde également sur le bord des routes, qui n'est pas le cas au mois de mars. On n'aura peut-être pas des conditions si faciles que ça au final, il y aura peut-être pas de pluie, mais il y aura de la chaleur, vraiment, et avec la poussière sur l'Estradé Bianche, on pourra avoir des grosses défaillances sur cette course-là, et puis ça sera la première course World Tour de l'année, donc elle aura encore cette visibilité-là qu'elle a d'habitude au mois de mars, mais là elle l'aura au mois d'août. Je vais finir avec le calendrier féminin. Calendrier féminin, deux bonnes nouvelles. La première, Paris-Roubaix, pour la première fois, du côté des filles. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça sera le 25... Ah, attendez, il faut que je regarde. Non, ça sera le 23, voilà. Donc ça c'est une... non, pardon, le 25, non, je disais bien le 25, le 25 octobre, donc ça c'est vraiment bien. Le Tour de Lombardie également, pour la première fois pour les filles, le 31 octobre, donc on a un calendrier féminin qui commence à avoir... non, voilà, parce que bien entendu, je me suis gouré, il n'y aura pas le Tour de Lombardie, c'est que j'étais resté sur le calendrier des garçons. Mais voilà, on aura quand même Paris-Roubaix, et ça c'est une bonne nouvelle du côté des filles. C'était peut-être la dernière classique pavé qui manquait. On aura... alors il manque encore classique à Saint-Sébastien et toutes ces courses-là en version féminine, mais c'est bien déjà d'avoir plus de courses féminines. Je trouve que le calendrier féminin est plus intéressant que le masculin parce qu'il y a moins de chevauchement vu qu'il y a moins d'épreuves. On aura beaucoup de courses en commun en fait entre filles et garçons. Par exemple l'Estradé Bianche, le Grand Prix de Plouay, la course le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège, Gand-Wevelgem également, l'Amstel Gold Race, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la course la Madrid Challenge, la Vuelta. Donc voilà, on va se retrouver avec beaucoup de courses en même temps, et ça va apporter, je trouve, de la visibilité pour le cyclisme féminin. Il y a quand même des courses qui auront lieu seul, parce que déjà ce sont des fois que des courses féminines. C'est le cas du Bols Ladies Tour, du Giro d'Italie. Giro d'Italie qui aura une belle visibilité également en septembre, je pense, plus que d'habitude. Il faut savoir que le Tour d'Italie, normalement féminin, a lieu pendant le Tour de France. Donc voilà, souvent le Giro a peu de visibilité, donc là c'est très intéressant de ce côté-là. Et puis moins d'épreuves qui se chevauchent, il y en a quelques-unes, mais beaucoup moins. Donc il y aura de la visibilité. Malgré tout, le calendrier de deuxième division, de course de deuxième division, lui, il va être impacté parce que ça va quand même pas être facile. Mais je trouve qu'il y a vraiment des très très belles choses avec ce calendrier féminin. Et j'ai hâte de voir certaines courses, même si je sais que je pense pas pouvoir toutes les regarder parce que le calendrier, si tout se déroule comme ça, entre la Formule 1, la moto, tout va avoir lieu en même temps, ça va être un bordel monstre. Et ben voilà, c'était mon avis sur le calendrier masculin, enfin féminin un peu court, de l'année 2020 de cyclisme, si tout se déroule comme ça, bien entendu, si tout se passe bien. Également, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je les lis toujours, n'hésitez pas, même si des fois je les lis 2-3 jours après ou une semaine après. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis n'hésitez pas surtout à vous abonner. Allez, ciao ciao sur la Mega Production.